Vos chips sont soigneusement étudiés pour croustiller et vous en faire acheter plus. Une marque française a même mis en place un croustimètre qui recrée le travail de la mâchoire. Ça s'appelle le marketing sonore. Derrière les sons de notre quotidien se cache un travail pour influencer nos perceptions et nos actions. Les gares. Dans les années 80, la SNCF veut uniformiser sa communication. Fini le carillon et les accents des cheminots. Le premier sonal est créé par Louis Dandrel, designer sonore, dans le but d'éveiller l'écoute. Et la prise de parole, à la même époque d'ailleurs, a commencé à être celle non plus des cheminots, mais celle de Simone Hérault. Vous me reconnaissez ? Je suis Simone. Qui était une ancienne animatrice de la radio parisienne FIP. Éloignez-vous de la bordure du quai. Avec une voix beaucoup plus d'hôtesse de l'air, avec des tonalités beaucoup plus douces et beaucoup plus contrôlées. Les voix plus aiguës vont être utilisées dans des environnements massivement graves, typiquement les environnements industriels. En 2005 apparaît un deuxième jingle. Le but informatif passe au second plan pour créer une identité sonore, rester dans la tête et transmettre les valeurs de l'entreprise. L'identité sonore, c'est l'équivalent dans le son du logo dans le domaine visuel. Du coup, c'est l'idée de délivrer une image très positive, consensuelle et sans aspérité de la SNCF. Dans une première version de ce sonal, il y avait également la volonté d'affirmer le leadership de la SNCF. C'était le moment où elle commençait à s'affirmer comme une entreprise concurrentielle. Et donc, comment affirmer le leadership dans le son ? Notamment, c'était fait par 2 coups de batterie. Les transports en commun. Dans le tramway de Nice, des voix de figures locales prennent possession des rames le week-end, comme celle de l'humoriste Mado la Niçoise. Garibaldi. Oh là là, c'est un grand général italien. On y entend aussi des annonces en nissar, une langue régionale. Derrière ces choix, une volonté d'affirmer une identité. Concevoir une sorte de musique de la ville. À partir des années 1990-2000, les différentes villes et métropoles françaises ont commencé à rentrer en concurrence et à vouloir affirmer leur image de marque à elles, à faire du marketing territorial. Avec l'émergence des trams, les villes ont voulu véhiculer une image apaisée et consensuelle du territoire à travers des tonalités rondes. Un des premiers utilisateurs du tramway de Tours avait dit on se croirait dans le monde de Oui Oui. Palais des Sports. Voilà, il y a un peu ce côté de vouloir absolument de nous envoyer des bonbons auditifs dans les oreilles. Pour les transports parisiens, Bernard Delage, designer sonore, et Christian Zanesi, compositeur, ont conçu le son du Pass Navigo en 2003 avec une idée, clarifier la validité ou non du forfait avec une tonalité haute ou basse. Mais ce son a aussi pour effet de synchroniser les flux. On entend ting, 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 de façon très régulière comme ça. De la même façon qu'au supermarché, quand on entend les caissières qui scannent, il y a une régularité qui s'instaure. Et le son, du coup, a à la fois cette fonction de validation plus rapide que le visuel, et une fonction de création d'un rythme soutenu et régulier. Les voitures électriques. Hans Zimmer, le compositeur oscarisé de la musique du Roi Lion ou de Dune, a travaillé sur le son d'une BMW électrique. Le but affiché de la marque, la chair de poule au volant. Les véhicules électriques pourraient être parfaitement silencieux à basse vitesse, mais doivent depuis 2019 émettre un son en dessous de 19 km/h, question de sécurité. L'industrie automobile a transformé cet avertisseur sonore en signature sonore. Et c'est là qu'il y a eu un bond en fait, entre ce qui relevait d'un son, d'une signalétique fonctionnelle, vers un nouvel élément de marketing audio. Aux Pays-Bas, une célèbre chaîne de pizzeria avait conçu pour sa flotte de scooters électriques un habillage sonore pour le moins original. Et Harley-Davidson équipe son modèle de moto électrique d'un son rappelant un avion de combat. D'autres fabricants ont eu une approche beaucoup plus sobre, et je pense notamment à un des sons qu'on entend le plus aujourd'hui, qui est celui de la Zoé, où on entend un son atmosphérique. C'est-à-dire une sorte de lent crescendo puis décrescendo. Les différents fabricants testent différents types de sons et essayent aussi de rendre repérable à l'oreille de quelle marque il s'agit et de quelle gamme il s'agit à l'intérieur de cette marque. Nos écrans. En 1994, Microsoft a besoin d'un jingle de démarrage pour son système d'exploitation Windows 95. L'entreprise mandate Brian Eno, un compositeur britannique, et lui donne 3 secondes 25 pour créer un son universel, inspirant, optimiste. Après plus de 80 versions, il crée le fameux... Une musique composée sur un Mac.
Microsoft voulait justement se démarquer de son concurrent Apple, pionnier en matière de design sonore. C'est un chercheur, William Gaver, qui avait conçu les sons des premiers Macintosh pour Apple dans les années 80. Lui avait dans l'idée de concevoir un navigateur sonore, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser l'interface auditive de l'ordinateur pour naviguer à l'intérieur. Et ce qui a été assez largement détourné aussi pour induire autre chose aujourd'hui, à savoir des sons de notification qui surgissent sans cesse, pour nous maintenir au maximum à l'intérieur de leur univers et pour éviter qu'on en ressorte. Encore peu régulé, le design sonore pose des questionnements éthiques quant à l'addiction qu'il peut susciter.